Dernière discussion et dernier examen à propos du contrôle des services de renseignement, parce que le renseignement, c'est un service qui a pour objet de protéger, d'observer dans un but de protection. Mais comme disait Montesquieu, tout pouvoir nécessite un contre-pouvoir, parce que toute personne qui détient un pouvoir tend à en abuser si on ne l'aide pas à s'en retenir. Et c'est bien l'objet du contrôle. Le contrôle n'est pas apprécié par celui qui le subit, mais il est profondément nécessaire et démocratiquement nécessaire. Et les services de renseignement ne font pas... la mission de renseignement ne fait pas exception à la chose. Alors on va commencer tout de suite par écouter M. Le Gall de l'Université de Grenoble qui va nous parler de la question du contrôle des services de renseignement français en particulier. Merci. Bien, alors, en abordant la question du renseignement dans une perspective historique, on est saisi par la conscience tardive de l'indispensable contrôle des services en ayant la charge. Car finalement, historiquement, en la matière, c'est évidemment, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est la raison d'État qui s'impose. Et la loi de 2015, de juillet 2015, dont il a été question, eh bien cette loi, elle est une rupture fondamentale sur le sujet, car elle dessine une nouvelle architecture des services de renseignement et eh bien, elle intègre également toute cette question de la dynamique des contrôles. Alors, on l'a bien commenté, on l'a discuté et on a évidemment profondément discuté cette question des contrôles. N'empêche que, sur le plan légal, eh bien là, il y a une rupture qui est évidente et je dirais que dans la perspective historique, un changement de droit aussi rapide est quand même en soi tout à fait caractéristique. Dans le contexte actuel, en effet, eh bien, dans la lutte contre le terrorisme dont on a abondamment parlé, eh bien, cette lutte est une lutte globalisée et non plus étatique. Et du coup, la question de la surveillance généralisée se pose frontalement. Et avec elle, la problématique qu'on a soulevée à plusieurs reprises, c'est-à-dire le rapport entre les droits de l'homme et la démocratie. Alors la loi de juillet 2015, eh bien, elle réorganise d'abord l'architecture du renseignement, ça a été abordé à plusieurs reprises, et on passe, dans la perspective historique, d'un dualisme qui a été succinctement évoqué, d'un dualisme intérieur-extérieur, c'est-à-dire espionnage contre espionnage, à une architecture qui est une architecture fonctionnelle des compétences entre différents services compétents pour le renseignement. Et puis, deuxième aspect des choses, parmi d'autres volets sur la question des moyens, je n'aborderai pas, mais un deuxième volet, évidemment, c'est la question des contrôles. Les contrôles qui sont nécessaires lorsque l'on avance, et la loi en parle, lorsque l'on avance une politique publique du renseignement. En la matière, donc, eh bien, il y a une série de ruptures qui sont évidentes. Et l'État, de prime abord, aurait donc pris la mesure de la délicate équation qui est posée, celle des rapports entre liberté fondamentale et démocratie en matière de sécurité. Il aurait alors, peut-on penser, reconnu la médiocrité des moyens de contrôle et surtout, eh bien, elle aurait essayé de combler le retard français par rapport aux autres démocraties occidentales. Mais finalement, dans la perspective historique, est-ce que cette problématique-là suffit à rendre compte des changements qui ont été opérés ? En fait, l'adoption d'une nouvelle architecture des services de renseignement et la mise à disposition d'un certain nombre de moyens qui sont quand même des moyens inédits, des moyens importants, des prérogatives particulières, et puis qui plus est couverts par le secret défense, eh bien tout cela suppose de justifier la légitimité. De justifier la légitimité de ces services de renseignement, et il me semble que cet aspect-là, avec la loi de 2015, est réellement mis en avant, ce que, justement, sur le plan historique, on voit très largement moins. Dès lors, la nature du contrôle, finalement, a changé, car traditionnellement, ce contrôle est conçu comme étant, sinon inutile, du moins dangereux, ou plutôt le contraire, et tout cela parce que ça relève, comme on l'a dit, de la raison d'État. Et désormais, eh bien, le contrôle serait en quelque sorte un gage de légitimité. Un gage de légitimité qui permettrait de contrôler également l'efficience de ces services et qui permettrait alors de justifier les moyens matériels et humains considérables en jeu. Et ainsi, l'évolution du contrôle, eh bien, elle s'accompagne de l'évolution de la perception même de ce contrôle.
par l'État lui-même. J'entends bien ici par l'État. Historiquement, ce contrôle est donc finalement très modeste, et cela sur les différents éléments, les différents degrés que l'on peut évoquer. Alors moi, j'évoquerai uniquement la question du contrôle juridictionnel et la question du contrôle parlementaire, mais évidemment, il y a d'autres contrôles que j'évoquerai également en conclusion très rapidement. Et ces contrôles, eh bien, je me bornerai à les évoquer qu'à partir de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où la question de la structure des services de renseignement se pose effectivement. Alors d'abord, le contrôle juridictionnel du renseignement. Bien, ce contrôle juridictionnel, eh bien, il pose le problème de l'accès au secret du juge de droit commun. Et alors, eh bien, cette question se pose à la fois pour le juge judiciaire et pour le juge administratif. Et dans les deux cas, eh bien, la modestie du contrôle. La modestie du contrôle est une évidence. La modestie du contrôle judiciaire d'abord, eh bien, il se mesure à l'impuissance manifeste de contourner le secret défense que brandit l'administration. Et ensuite, eh bien, il pose la question de la difficulté de recueillir le témoignage des agents des services de renseignement. Alors la jurisprudence relative au secret défense, eh bien, elle porte essentiellement sur la question de l'exercice de la liberté d'appréciation qui relève du juge, le principe étant rappelé, enfin posé dès 1891, et ensuite, eh bien, lorsque le juge a posé ce principe, il se retrouve tout de suite confronté au refus de l'administration de transmettre les documents effectifs. Dès lors, on voit, dès l'entre-deux-guerres, se dessiner une pratique sur laquelle il y a d'ailleurs toute une jurisprudence, la pratique étant de solliciter du ministre un avis sur le caractère secret des informations demandées. Et alors la question, toute la jurisprudence qui suit, que je n'aborderai pas, eh bien c'est une jurisprudence qui porte sur le caractère obligatoire ou non de la sollicitation de cet avis par le juge. Pour ce qui est du témoignage des agents, les témoignages des agents de renseignement devant la justice, et jusqu'où peut-on aller dans l'investigation et dans l'usage de ce témoignage. La question du témoignage des services de renseignement, la première occurrence, à ma connaissance, c'est le procès Bazaine à la suite de la capitulation par le maréchal de la capitulation d'octobre 1870 à Metz. C'est la première fois donc, que les officiers de renseignement sont sollicités dans le prétoire officiellement. Et puis sinon, évidemment, la grande affaire, c'est évidemment l'affaire Dreyfus, affaire dans laquelle, il y a plusieurs volets, mais affaire dans laquelle, au bout d'un moment, eh bien, on appelle à témoigner les officiers du renseignement. Et là, c'est un élément, c'est vraiment une phase fondamentale, car eh bien, on voit les avocats de la défense qui fragilisent très rapidement et de façon importante le témoignage des officiers de renseignement. Et puis, deuxième élément, eh bien, les ministres eux-mêmes, et notamment Delcassé, qui ont une position politique qui est propre, notamment Delcassé et Dreyfusard, eh bien, le ministre va plutôt regarder d'un bon œil le témoignage des officiers. Mais évidemment, tout cela va se retrouver sur la place publique, et l'enjeu ici, c'est l'enjeu de la presse et l'enjeu de la diffusion de tels renseignements. Alors, si je saute un peu plus tard, eh bien, au début de la IVe République, la question se pose, cette fois-ci, non plus seulement d'officiers d'enseignement, mais carrément du directeur de la DST, c'est-à-dire Roger Vibaud, à l'occasion de l'affaire des généraux de 49-50. Roger Vibaud, à ce moment-là, eh bien, est sollicité pour témoigner. Et alors, la question, c'est peut-il valablement, sous serment, refuser de répondre et donc d'évoquer, de se couvrir derrière le secret. Et la Cour de cassation consacre le droit, effectivement, pour les détenteurs d'un secret de la défense nationale, de garder le silence devant la justice. La question rebondit plus tard avec les micros du Canard enchaîné en 1973, puis l'affaire Carrefour Développement en 1986, où la question sera de nouveau posée, où le principe sera de nouveau évoqué, tout en estimant que le juge n'a pas à apprécier l'opportunité du classement du secret défense. Alors pour ce qui est du juge administratif, très rapidement, eh bien, le principe consacré plus tardivement,
principe selon lequel le secret défense est opposable au juge administratif, même si vous avez toute une jurisprudence du Conseil d'État qui précise au fil de sa jurisprudence eh bien, la nature de ce principe. Alors qu'est-ce qu'il en reste? Eh bien, il en reste qu'on constate que le contrôle juridictionnel est un contrôle extrêmement modeste, un contrôle qui souligne la réticence du juge à forcer le gouvernement à coopérer lorsque le secret défense et les questions du contre-espionnage sont en jeu. Puis deuxième élément, deuxième volet du contrôle que je voulais évoquer, c'est le contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire a été assez largement étudié par un collègue, Sébastien-Yves Laurent, dans un certain nombre de contributions. Et il marque ici la rupture qu'opère la loi d'octobre 2007, dont il a été question, la loi d'octobre 2007 qui crée la délégation parlementaire au renseignement, et donc qui permet un premier contrôle parlementaire, même s'il est ténu, et là encore, on l'a évoqué. Alors pourquoi est-il ténu? Quelle est finalement la racine de tout ça? La racine, c'est d'abord une conviction que tout contrôle parlementaire en matière de renseignement constitue un écueil, c'est la formule même utilisée par De Gaulle dès décembre 1945, lorsqu'il est question de la création du SDEC. Et d'ailleurs, De Gaulle, quelques mois précédemment, s'était opposé à faire entendre Jacques Soustelle devant l'Assemblée consultative, enfin, devant la Commission de la justice et de l'épuration de l'Assemblée consultative. Et donc cet écueil, eh bien, c'est vraiment le point de départ et c'est quelque chose qui va demeurer très largement, tout au moins jusqu'au début des années 70. Car, comme l'a montré Sébastien-Yves Laurent, eh bien, à partir des années 70, on a une succession de tentatives de la part des parlementaires de se saisir de cette question du renseignement. Encore faut-il savoir de quoi l'on parle. Alors, entre 71, qui est la première occurrence de la mention des services de renseignement dans les séances publiques de l'Assemblée, et 1999, qui est la dernière tentative qui échoue d'un processus de création de la délégation parlementaire, eh bien, on compte 18 initiatives parlementaires, et sur les 18, seules 7 débouchent sur l'établissement de commissions d'enquête ou de contrôle. Ce sont donc les affaires qui successivement, les 5 du Sénat, ce sont les affaires qui successivement rythment les tentatives des parlementaires, et c'est quelque chose qui évidemment est tout à fait symptomatique de cette question du contrôle. C'est-à-dire qu'au fond, eh bien, ce sont les affaires qui poussent les parlementaires à se saisir de ces questions. Et quand on regarde un peu plus loin, eh bien, on se rend compte que la question du renseignement et la question de cet éventuel contrôle, eh bien, cette question est avant tout un instrument politique dans le jeu parlementaire et certainement pas une volonté de contrôler intrinsèquement les services de renseignement. Et alors, eh bien, l'écueil que j'évoquais tout à l'heure de la Libération, ben, c'est un écueil qui demeure encore durablement, au moins jusqu'aux années 80, car c'est l'affaire du Rainbow Warrior qui va finalement susciter la première proposition de contrôle effectif de ces services. Alors, en conclusion, eh bien, le contrôle des services de renseignement n'est guère probant sur les 2 volets que j'ai évoqués. Dès lors, eh bien, la question a déjà été évoquée aussi. C'est une question qui est liée au contrôle interne de ces services de renseignement, c'est-à-dire à un contrôle qui n'est pas celui des parlementaires ou du juge, de la société civile, mais un contrôle purement interne, un contrôle qui est en plus contraint par les circonstances. Car il me semble que c'est vraiment essentiel, on l'a vu tout à l'heure, mais le rôle des journalistes est ici, historiquement, absolument essentiel. C'est-à-dire que ce sont les affaires qui vont être sorties, et encore, on le disait aussi, sans garantie. La position de Zola dans l'affaire Dreyfus est ici tout à fait symbolique. Ce sont les affaires qui sont sorties qui vont ensuite contraindre à un contrôle ultérieur, c'est-à-dire, en réalité, à une remise à plat des services administratifs ou, dans certains cas, eh bien, un limogeage pur et simple d'un certain nombre d'individus composant les services de renseignement. Et on l'a vu au début des années 70 dans l'affaire, au sein du SDEC. Et puis, deuxième élément, eh bien, mais bon, pour un historien du droit, c'est difficile, c'est évidemment les autorités administratives indépendantes.
Et ça marque vraiment profondément l'originalité du contrôle des services de renseignement français. Et justement, en rebondissant sur la question de la France, eh bien, encore une fois, il faut souligner le retard de la tradition française en la matière et la mise en place à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, de tels contrôles, eh bien, ont poussé, ont contraint clairement la France à s'y conformer, sans compter évidemment, on l'a dit aussi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, je vous remercie.